Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes au mardi 30 janvier. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. À Addis Abeba, où il était pour le 30e sommet de l'UA, le président de la République Alassane Ouattara a pris également part au sommet extraordinaire de la CEDEAO. Au menu de cette réunion de haut niveau, la sécurité et la gouvernance de la CEDEAO. Ici à Abidjan, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly échange avec le PDG de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, et avec une délégation de la Fondation Jacobs. Dans ces rencontres, il a été question du renforcement de la coopération avec la Côte d'Ivoire. Ce mardi s'est ouverte à Abidjan la COP2, la deuxième conférence des parties de la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux. 25 ministres africains chargés de l'environnement partagent leurs expériences pour lutter contre ces déchets dangereux. Enfin, au Kenya, l'opposant Raila Odinga a prêté serment comme président du peuple devant ses partisans à Nairobi, malgré sa défaite à la présidentielle de 2017, une investiture pourtant interdite par les autorités. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Commençons tout de suite par Addis Abeba, en Éthiopie, où le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part, vous vous souvenez, au 30e sommet de l'UA, également au sommet extraordinaire de la CEDEAO. Au menu de cette réunion de haut niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la sécurité dans la sous-région et la gouvernance de la CEDEAO. Awa Touré est notre envoyé spécial. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO réunis à Addis Abeba en session extraordinaire en marge du 30e sommet de l'Union africaine se sont penchés sur la situation en Guinée-Bissau, marquée par la démission du Premier ministre de ce pays et les défis sécuritaires de la sous-région, avant d'examiner les questions de la répartition des postes de commissaires au sein de la commission de la CEDEAO. Nous avons eu des contacts bilatéraux, mais parmi ces contacts, le plus important a été la rencontre au plus haut niveau, de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Nous avons tiré les leçons de l'expérience de la CEDEAO au cours de ces 2 dernières années, avec 9 commissaires au lieu de 15, et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait remonter à un chiffre de 15 commissaires. Et ceci est important pour notre compatriote Jean-Claude Brou, qui sera à compter du 1er mars le président de la commission, parce qu'il aura un gouvernement de 15 membres avec des répartitions plus équilibrées dans les responsabilités et également une meilleure ambiance pour que tous les pays, quelle que soit leur importance, aient un commissaire. Et je trouve que c'était une étape importante et je voudrais rendre hommage à tous les chefs d'État qui ont adopté cette proposition, cette réforme à l'unanimité. Le sommet extraordinaire de la CEDEAO a également exprimé sa compassion au Burkina Faso et au Mali pour les événements de Koni en territoire malien qui ont fait 26 morts. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui est rentré de sa mission à l'étranger ce dimanche, a échangé aujourd'hui avec le PDG de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, ainsi qu'avec une délégation de la Fondation Jacobs. Cette fondation travaille dans plusieurs pays, notamment au développement de la science et de l'éducation. On en sait plus avec Alexis Ouedraogo. Le président de la BOAD chez le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ce lundi. Il est venu faire le point de l'exercice 2017 et annoncer les perspectives de l'année. En 2017, la BOAD a traité un peu plus de 61 opérations pour un montant de 565 milliards de francs CFA. Mieux, sur le marché international, elle a levé à l'Eurobond environ 500 milliards de francs CFA et 200 milliards auprès de partenaires, chose qui lui permet aujourd'hui de réduire le taux de ses prestations dans la sous-région ouest-africaine. Sur le point de la coopération avec la Côte d'Ivoire, la banque a levé un peu plus de 100 milliards de francs CFA, dont 35 milliards pour le secteur privé. L'année prochaine, nous allons maintenir la tendance et nous avons déjà au niveau de la Côte d'Ivoire 9 à 10 projets en portefeuille, notamment en matière de développement rural et en matière d'infrastructure. Donc, son Excellence, le Premier ministre nous a rappelé, on avait déjà un grand projet en ce qui concerne l'assainissement et la voirie urbaine dans les centres secondaires, donc dans les chefs-lieux
à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. C'est un dossier que nous allons reprendre rapidement et mettre en place les financements nécessaires. À sa suite, l'initiative TREC, portée par la Fondation Jacobs, a été reçue par le Premier ministre. Elle doit renforcer son appui au secteur de l'éducation et de la petite enfance. On a travaillé beaucoup dans le champ de l'éducation primaire. On a choisi 10 modèles éducatifs innovatrices que maintenant on met en phase de pilote pour travailler ensemble avec le ministère et avec le secteur industriel de cacao et chocolat. Et on va évaluer ces 10 modèles dans une année, à voir si ça peut être une base pour mener à une échelle nationale. Ça, c'est un volet. L'autre volet, c'est la petite enfance, qu'on travaille ensemble avec le plan national de la nutrition. TREC, transformer l'éducation dans les communautés de cacao, a pour objectif d'améliorer la qualité de vie des enfants et des jeunes en Côte d'Ivoire, tout en mettant l'accent sur l'apport d'une éducation de qualité dans les communautés productrices de cacao. Et toujours à la primature, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a multiplié les rencontres ce mardi. Il a échangé avec une délégation de la COP2, la deuxième conférence des parties de la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux. La délégation en réunion à Abidjan était conduite par le secrétaire exécutif adjoint des Nations Unies pour l'environnement, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne-Désirée Ouloto. Elle a fait le point de l'audit réalisé sur le déversement des déchets toxiques à Abidjan. Ils sont au total 25 ministres africains donc chargés de l'environnement à se réunir à Abidjan pour cette COP2, la deuxième conférence des parties de la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux. Je rappelle l'objectif de cette COP2, protéger le continent contre le déversement et le trafic illicite des déchets dangereux. Le reportage d'Ikras Kandou. Les pays africains continuent de recevoir malheureusement les déchets dangereux sur leur territoire. Le cas de coco au Nigeria et du Probo Koala en Côte d'Ivoire, pour ne citer que cela. Voici planté le décor de la deuxième conférence des parties COP2 de la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux. Experts et ministres africains de l'environnement des pays ayant ratifié la Convention sont réunis à Abidjan. Pendant 3 jours, ces spécialistes chargés des questions environnementales vont réfléchir à la mise sur pied d'un outil efficace de lutte contre la pollution. S'il est vrai que chaque pays fait déjà des efforts pour trouver des solutions en vue de gérer au mieux ces déchets dangereux, la Convention de Bamako apparaît dès lors, de toute évidence, comme une tribune de solidarité pour agir ensemble afin de trouver des solutions novatrices. Nous devons tout mettre en œuvre pour lui donner les moyens et l'envergure nécessaires qui lui permettront de jouer son rôle de plateforme pour une Afrique sans pollution. La Convention de Bamako porte notamment sur les résidus de pétrole, les déchets nucléaires, industriels et les substances chimiques dangereuses. Les ministres présents à la COP2 s'engagent à faire en sorte que le continent africain ne soit plus une décharge. Cette convention vient pour marquer une prise de conscience de l'Afrique, pour dire non, l'Afrique n'est pas une poubelle, l'Afrique n'est pas un dépotoir de déchets, l'Afrique a besoin d'un environnement sans pollution. Aujourd'hui, c'est une relance de la Convention de Bamako pour que nous, Africains, nous puissions prendre en main nos destinées en ce qui concerne les produits toxiques qui sont déversés en Afrique. S'agissant du déversement des déchets toxiques par le Probo Koala à Abidjan en 2006, un rapport d'audit a été produit. Il est quand même important de pouvoir rassurer le gouvernement ivoirien et son peuple que les populations sont complètement mises à l'abri. Et c'est ça justement que ce rapport-là fait ressortir. Mais en même temps, il fait ressortir également un certain nombre de recommandations sur des mesures d'accompagnement pour prévenir ces genres de situations à l'avenir. Une plateforme pour une Afrique sans pollution est le thème retenu pour cette deuxième COP qui se tient après l'Assemblée des Nations Unies sur l'environnement tenue en décembre dernier dans la ville de Nairobi au Kenya.
Et parlant justement de protection de l'environnement, intéressons-nous à ce jeune entrepreneur ivoirien qui a décidé, vous allez le voir, de se lancer dans l'éco-entrepreneuriat. Son idée, donner vie aux pneus usagés. Avec le jeune Casonature Dié, les pneus dégradés, jetés dans la nature, sont récupérés, dépoussiérés et travaillés pour servir de décor dans nos maisons. Il en fait des tables, des meubles qui plaisent à la clientèle. L'environnement en tire meilleur profit. Sephora Zegui, Christelle Menan l'ont rencontré. Yopougon Siporex, dans une cour commune d'Abidjan, presque comme les autres. C'est dans cet atelier de fortune que Kamagaté Bafetegue, alias Casonature Dié, s'adonne à sa passion, le recyclage de pneus usagés. Le voyage entrepreneurial de Casonature Dié a débuté il y a un peu plus de 2 ans, après sa rencontre avec un menuisier, son voisin d'alors. De là naît sa passion pour l'éco-entrepreneuriat. Avec sa petite entreprise 100% écologique, Casonature veut contribuer à ralentir le réchauffement climatique et lutter contre l'insalubrité dans son pays. L'idée m'est venue par les pneus que je rencontre dans la rue. Les pneus que je rencontre dans la rue, c'est jeté dans les rues chaque jour. Et les gens, ils marchent dedans. En retour, je vois les frères menuisiers qui essayent de faire un pouf, peut-être en rond. Entre-temps, il y avait déjà les pneus ronds qui est là. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas prendre ces pneus-là et puis essayer de lui donner autre forme pour que ça plaise à quelqu'un peut-être. Voilà. Donc, et c'est ce que j'ai essayé plusieurs fois et je pense que ça a mieux marché aujourd'hui. Les créations de l'artisan attirent de plus en plus de clients friands de ces produits écologiques. C'est une très belle initiative parce que non seulement il fait de la récupération en termes de déchets, il nettoie un peu la ville, mais c'est surtout très original de se retrouver avec un meuble fait avec des pneus. C'est à encourager et vraiment bon nombre de jeunes hommes devraient s'inspirer de son exemple pour pouvoir créer le maximum de choses. Et c'est l'Afrique qui gagne, quoi. L'éco-entrepreneuriat, une activité qui passionne ce photographe de formation. Et même s'il rencontre des difficultés, Casonature voit loin et grand. Comme c'est une moyenne entreprise, comme vous pouvez le voir, c'est pas facile. Quand je sors au ramassage des pneus déjà, tu vas trouver les pneus devant la cour d'une personne, tu te mets à ramasser les pneus. Même quand ça est là, ça ne fait rien. Lui, il va te demander c'est quoi. Quand il va dire ça, les gens vont penser que tu es un voleur. Pour un pneu qui est aussi cramponné, qui m'attire à recycler, à donner un design qui peut plaire à une personne, moi je n'ai pas de limite. Quand vous allez arriver chez moi la prochaine fois, c'est un grand atelier avec tous les outils qui sont à l'intérieur pour pouvoir mieux recycler. D'abord, peut-être, je dirais, un véhicule de transport pour pouvoir faire la collection des pneus, les ramener à l'adresse, les recycler et les livrer. Si ça donne, je pense bien employer une vingtaine de personnes dans mon entreprise. Les prix des meubles fabriqués dans cet atelier varient de 20 à 40 000 francs CFA l'unité. Ce n'est pas encore du haut design, mais Casonature affirme vivre de son art. Et cette action, donc, elle fait tirer grand profit à l'environnement. Casonature Dié, l'Ivoirien, qui transforme les pneus usagés en meubles, un sujet réalisé par Sephora Zegui et Christelle Menan. Plus de 260 entrepreneurs et demandeurs d'emploi bénéficient du projet dénommé City Pay. Le projet piloté par une organisation internationale vise le renforcement des capacités des femmes et des jeunes porteurs de projets dans les secteurs informels. Les premiers bénéficiaires ont été présentés aux partenaires financiers. Ils sont issus de divers secteurs d'activité, notamment les petits commerces et l'agriculture. Le ministre Sidi Touré, ministre de la Promotion, de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, fait le bilan des activités menées en 2017. Des bons points en faveur de la jeunesse ivoirienne sont enregistrés, entre autres l'opérationnalisation de la première politique nationale de la jeunesse depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Issa Tchonayeo. Ils sont venus de toute la Côte d'Ivoire prendre part à cette réunion bilan de l'année 2017. Eux, ce sont les directeurs généraux, les directeurs centraux, directeurs régionaux, directeurs départementaux, chefs d'agence et autres responsables du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. De leur travail abattu durant l'année écoulée, Sidi Touré, leur ministre de tutelle, dit beaucoup de bien
En 2017, c'était la première année d'opérationnalisation de la politique nationale de la jeunesse, qui est une initiative nouvelle que le gouvernement a autorisée en fin 2016. Et donc nous avons connu beaucoup de succès à travers les différents instruments qui ont été mis en place. Vous avez le Conseil national de la jeunesse, vous avez l'opérationnalisation avec beaucoup de résultats de l'agence emploi jeune, vous avez l'office du service civique qui a commencé à être opérationnel. Donc autant d'éléments de satisfaction. Des compliments, plutôt un défi. Ce défi si cher au président de la République, Alassane Ouattara, de faire de la jeunesse ivoirienne le pilier d'une Côte d'Ivoire émergente. Cette année a été placée sous le sceau de l'action. Et nous sommes prêts, même si le ministre est content ou bien il est satisfait de nous, nous sommes prêts à travailler davantage pour la jeunesse ivoirienne. Et nous pensons que, comme il a dit, l'éducation civique va primer pour que l'incivisme des Ivoiriens soit amenuisé, mais que le modèle de cette manière d'être, d'avoir des comportements civiques, partent à partir de la jeunesse. Cette réunion bilan a duré 2 jours et les participants ont été instruits sur le plan de travail annuel budgétisé de 2018. Une rencontre qui a pris fin par des activités sportives qui montrent l'attachement des différents responsables aux intérêts de la jeunesse ivoirienne. Dans le domaine agricole, la région ouest-africaine veut être autosuffisante en riz d'ici 2020. Le défi, assurer la sécurité alimentaire en Afrique. L'Afrique se donne donc les moyens d'y parvenir à travers Africa Rice, principale organisation de recherche sur le riz sur le continent. Une rencontre internationale est donc organisée à Abidjan pour des échanges de bonnes pratiques et surtout partager le modèle asiatique. Justine Seydjiki. L'Afrique de l'Ouest autosuffisante en riz d'ici 2020, ainsi en ont décidé les chefs d'État de la CEDEAO. L'échéance approche, mais la région ouest-africaine est loin d'atteindre ce but. Elle qui consacre 10% de son produit intérieur brut PIB à l'importation de riz. Selon la FAO, l'importation de riz en Afrique est estimée à 16 millions de tonnes en 2017, malgré les progrès enregistrés au niveau de la production. 20,3 millions de tonnes de riz blanc produits en Afrique et 10,5 millions de tonnes de riz blanc en Afrique de l'Ouest en 2017. Et la production ne couvre que 55% du besoin. Africa Rice, l'association pour le développement de la riziculture en Afrique de l'Ouest, avec l'appui des partenaires au développement, dont la Banque mondiale veut amener les pays africains à s'inspirer du modèle de production du riz en Asie pour développer une chaîne de valeur du riz en Afrique. L'objectif de cet atelier, c'est pour échanger avec des pays en Asie où ils ont eu des expériences très positives et pour voir si on peut en tirer quelque chose de leurs expériences pour améliorer la performance de la chaîne de valeur riz en Afrique. La Banque mondiale a diligenté une étude comparative de production du riz dans 3 pays d'Asie, notamment l'Inde, le Cambodge et la Thaïlande, dont les résultats pourraient être une boussole pour les pays africains. Cette étude va comprendre certainement des politiques peut-être de subvention, des politiques de facilitation à l'accès au financement. En fonction des modèles qu'on va discuter ici, la banque va décider avec le gouvernement quel type d'appui apporter. La Côte d'Ivoire, dont la production de riz a augmenté depuis 2011 et stagne depuis 2015 avec une quantité de 1,4 million de tonnes par an, prévoit construire 30 usines d'une capacité de 25 000 tonnes de riz paddy chacune et créer une interprofession du riz. Elle entend surtout résoudre 2 problèmes pour combler ses besoins en riz et en exporter. Le problème de la transformation. Le deuxième problème, c'est le problème du financement. Les producteurs nous ont fait la preuve depuis 2012 qu'ils peuvent produire autant que nous avons besoin. Pour l'atteinte de l'autosuffisance en riz, l'Afrique devra aussi réduire les pertes post-récolte qui se situent autour de 18 à 40%. Cette rencontre d'échange de 3 jours entre 55 experts du riz d'Afrique et d'Asie ainsi que 7 bailleurs de fonds partenaires au développement est donc salutaire pour les pays africains.
Le monde des affaires en Côte d'Ivoire s'agrandit. La Chambre du commerce Côte d'Ivoire-Israël s'ajoute à la liste. Cette nouvelle structure qui ambitionne d'améliorer la coopération économique et commerciale entre la Côte d'Ivoire et l'État d'Israël a été officiellement lancée à l'occasion d'un dîner gala organisé dimanche dernier ici à Cocody. Le témoignage de Jean-Luc Bangbo. Un dîner gala dans un grand hôtel de la place avec des invités triés sur le volet. La Chambre de commerce Côte d'Ivoire-Israël signe ainsi son entrée dans le monde des affaires ivoirien. La Chambre de commerce Côte d'Ivoire-Israël, qui vient de naître, se veut être la plateforme qui servira au renforcement de la coopération économique et commerciale qui, à notre sens, est très prometteuse. Après l'Angola, la Côte d'Ivoire est le deuxième pays en Afrique à enregistrer la présence d'une chambre de commerce israélienne. Un choix qu'explique l'ambassadeur de l'État d'Israël en Côte d'Ivoire. Israël se présente comme un exemple pertinent pour la Côte d'Ivoire et nous souhaiterons réaffirmer davantage les liens d'amitié entre les deux pays. Le lancement de cette chambre de commerce ouvre de nouvelles opportunités d'affaires entre la Côte d'Ivoire et la 25e puissance économique au monde. Les échanges globaux entre la Côte d'Ivoire et Israël restent encore très faibles. En 2014, il se situait dans l'ordre de 12 milliards de dollars et portait essentiellement sur l'équipement militaire. Ces échanges doivent donc être améliorés et diversifiés, tant les potentialités agricoles, sécuritaires, industrielles et technologiques de la Côte d'Ivoire méritent d'être explorées. L'objectif est de hisser dans les prochaines années le volume des échanges entre les deux pays à hauteur de 50 milliards de dollars, soit un peu plus de 26 000 milliards de francs CFA. 25 entreprises ont déjà adhéré à la Chambre de commerce Côte d'Ivoire-Israël. En santé, la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole se poursuit sur l'ensemble du territoire. Plus de 13 millions d'enfants âgés de 9 mois à 14 ans sont concernés par la campagne. L'objectif du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, atteindre une couverture vaccinale de 95% contre 90% en 2017 à Mississauga. Barrer la route à la rougeole et à la rubéole est par tous les moyens. Pendant 10 jours, plus de 13 millions d'enfants âgés de 9 mois à 14 ans vont être vaccinés à l'initiative du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La rougeole, on sait que c'est une maladie qui est responsable d'épidémies et que ces épidémies-là surviennent pratiquement tous les 3 ans. La période de pic commence au mois de février-mars. La rougeole est une maladie contagieuse et très répandue qui se transmet par voie respiratoire. Les complications peuvent aller jusqu'à l'infection pulmonaire ou du cerveau. Quant à la rubéole, elle est également contagieuse et provoquée par un virus. Mode de transmission, toussotement ou éternuement des malades véhiculés dans l'air. La rubéole se manifeste par des douleurs articulaires et des ganglions. Chez la jeune fille non vaccinée, enceinte, la rubéole peut entraîner la mort du fœtus ou des malformations congénitales. Depuis le 2 janvier 2018, un seul vaccin comportant les 2 antigènes de la rougeole et de la rubéole est utilisé pour lutter contre ces 2 maladies. Cette campagne nationale de vaccination vise à rattraper tous les enfants qui ont échappé à la vaccination de routine. Ici, au quartier Abattoir, dans le district sanitaire de Port-Bouët de Koumassi, la population adhère. Après 3 jours de vaccination, ce district enregistre plus de 40% de couverture vaccinale contre 30% pour le territoire national. Ça se passe très bien. Tout le monde a compris l'importance de la vaccination. Pour les 3 jours, on a vacciné plus de 1500 enfants. Nous avons un groupe scolaire qui est composé de 3 écoles. Et donc, ça nous a permis d'avoir un maximum d'enfants pour les vacciner. L'objectif de cette campagne nationale est d'atteindre une couverture vaccinale de 95% cette année, contre 90% en 2017 et 85% en 2016. 32 000 agents sont mobilisés dans 6 000 postes installés dans les établissements scolaires, les centres de santé, les marchés et les lieux publics. Ici, il ne s'agit pas de rentrer dans les ménages, mais d'organiser des postes fixes parce que c'est un vaccin injectable. Donc, on pique l'enfant à son bras. Et ça nécessite qu'on puisse conserver les vaccins dans certaines conditions. Les effets secondaires sont mineurs. Il s'agit de petites douleurs au point d'injection, il peut s'agir aussi de petites fièvres qui sont quand même connues par les mamans qui font vacciner les enfants habituellement. Donc il s'agit d'un cachet d'aspirine pour donc,
juguler ces petits effets secondaires. Faire vacciner plus d'une fois un enfant ne fait que renforcer son système immunitaire. Débutée le 26 janvier, la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole prend fin le 4 février. On ouvre à présent le chapitre politique de ce 20h avec le RDR. Des cadres du parti sillonnent en ce moment même tout le pays. Voyons l'étape de Tengrela et de Zionoula avec notre reporter Léon Brou. Tengrela, destination de la mission du RDR, conduite par le secrétaire général adjoint chargé de l'école du parti. Professeur David Soro explique aux responsables locaux leur mission, encadrer les nouveaux majeurs, les personnes du troisième âge, les femmes, bref, les militants et sympathisants de leur formation politique. Objectif, inscription de ces derniers sur la liste électorale en vue de gagner les prochaines échéances électorales. De faire en sorte que la réalité de la liste électorale correspond à la réalité de nos villages. Très souvent, dans nos villages, sur la liste électorale, on a à peine 500 inscrits, alors que le village peut compter 1000 à 2000 personnes. Cela force les statistiques. Il faut donc que le RDR, les militants soient massivement inscrits. Même message livré aux militants de Zionoula par la délégation du secrétaire national chargé des élus. Le député Abdoulaye Sidibé est ferme. Le RDR doit confirmer sa place de leader de la scène politique ivoirienne à l'issue des futures élections municipales, régionales et sénatoriales. Obligation est donc faite aux militants de renforcer la cohésion et l'unité au sein du parti et d'entretenir la flamme de la mobilisation. À ces élections locales-là, nous irons en parti unifié. Mais le parti nous dit, pour aller à ce grand rendez-vous, il faut que le RDR soit fort à Zionoula. Unis, nous sommes forts. Divisés, nous sommes faibles. Et les Républicains ont aussi mis le cap sur Touba, Mans et Bingerville pour remobiliser les militants. Voyons toutes ces étapes avec nos reporters Abou Sanogo et Mamadou Kwasi. Le RDR en communion avec sa base. Le constat a été fait à Mans lors de la rencontre que le vice-président de ce parti chargé de la région du Tongui a eue avec les militants de cette région. Siki Blon-Blaise a insisté sur la nécessité d'unir les militants du RDR. Il a pour ce faire salué l'élan de solidarité qui est en train de naître au sein des cadres du parti à Mans. Madame la secrétaire générale Kandia nous charge de vous dire que les élections pour le conseil régional, les élections pour les maires, c'est bientôt. Alors, chers frères cadres du RDR, il faut qu'on s'unisse. Les militants ont été instruits sur les nouvelles orientations de leur parti et sa volonté d'aller aux élections municipales, régionales et sénatoriales en RHDP. Touré Mamadou, troisième secrétaire général délégué et porte-parole du Rassemblement des Républicains à la rencontre des militants de Bingerville. L'essentiel de son message a porté sur la cohésion, l'unité et la nécessité d'aller au parti unifié. Touré Mamadou a rassuré les militants de son soutien constant et leur a fait savoir que la nouvelle direction du RDR est inclusive. Je voudrais vous exhorter, messieurs les responsables du RHDP, à continuer à travailler ensemble. Et de temps en temps, l'exemple peut venir de la base pour aller vers le haut. C'est vous qui pouvez dire que nous, ici à Bingerville, pour ne pas trahir notre propre histoire récente, nous avons décidé, nous, de miser sur le RHDP. Les différents intervenants ont assuré l'émissaire du RDR de la disponibilité des militants de Bingerville à travailler pour le rayonnement de leur parti dans cette localité. C'est le foyer des jeunes de Touba qui a servi de cadre à cette rencontre d'échange entre les militants du Rassemblement des Républicains du Bafing et les envoyés de la direction du parti. Une délégation conduite par Mamadou Sanogo pour remobiliser la base, pour faire du RDR le parti leader de la région du Bafing. Pour l'occasion, les échanges ont porté sur les prochaines élections locales, notamment les municipales, les régionales et les sénatoriales. Nous avons foi que le Bafing, qui compte déjà des élus à tous les niveaux, au niveau du RDR, va continuer à confirmer sa place importante au niveau du parti. La question du parti unifié et les résolutions du dernier congrès étaient au centre des débats. Le chef de la délégation a par la suite exhorté les militants du RDR, du Bafing, à cultiver la solidarité et l'union, tout en soutenant les initiatives de la direction du parti.
Je vous propose maintenant un bref tour de l'actualité qui nous conduit en Catalogne, en Espagne, au Kenya et en République démocratique du Congo où 7000 Congolais ont fui au Burundi en 3 jours à cause des affrontements. Moussa Konaté. En République démocratique du Congo, près de 7000 Congolais fuyant des combats entre l'armée et des rebelles dans la province du Sud Kivu, dans l'est du pays, ont été accueillis au Burundi depuis 3 jours. Les réfugiés congolais ont pour la plupart traversé le lac Tanganyika sur des embarcations de fortune, emmenant avec eux matelas, valises, panneaux solaires, chaises ou seaux en plastique. L'opposant kenyan Raila Odinga a prêté serment ce mardi comme président du peuple, malgré sa défaite électorale en 2017. Un geste aux conséquences incertaines, alors que les autorités avaient averti qu'une telle investiture pourrait être considérée comme un acte de trahison. Devant des milliers de participants en délit, rassemblés dans le centre de Nairobi, Raila Odinga a prêté serment Bible en main lors d'une cérémonie aussi courte que chaotique, dont la diffusion par les médias avait été interdite par le gouvernement. Le président du Parlement catalan a décidé d'ajourner mardi la session d'investiture à la présidence de la Catalogne du chef de file indépendantiste Carles Puigdemont. Des dizaines de manifestants se sont réunis devant le palais de la Généralité de Catalogne à Barcelone pour manifester. Puigdemont est installé à Bruxelles où il échappe depuis 3 mois aux poursuites de la justice espagnole. Voilà, fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Passez une très belle soirée sur RTI.